D'accord, merci. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. Bonjour à monsieur le Président. Alors, moi je viens directement sur l'analyse du document du ministère des Finances et du Budget. On vous a posé des questions sur le fait qu'il y ait une absence de loi de finances rectificative. Et vous l'avez expliqué, monsieur le ministre, par l'existence de cette réserve de gestion et de la réserve de précaution qui a été utilisée comme matelas pour permettre d'exécuter le budget sans recourir à la loi de finances. Je rappelle que nous avons déjà eu l'année passée le débat sur le taux de croissance. Nous avons eu des débats extrêmement fournis sur le fait que le FMI annonçait que notre possibilité de taux de croissance était limitée à 8,7, sauf erreur ou omission de ma part. Vos services mordicus tenant qu'on pouvait l'amener à 10,1%. Enfin, presque 2023, on nous apprend qu'il sera à 4,2%. Je voudrais rapidement dire que l'année passée, on nous avait expliqué que la possibilité de passer de 4% à 10% devait être expliquée par le fait qu'on devait avoir les premiers barils de gaz, de pétrole et l'exploitation du gaz. Je voudrais nous rappeler simplement que si au premier trimestre de l'année 2023, on avait fait 4,8% de taux de croissance, j'en viendrai aussi. Si au deuxième trimestre on fait la même chose, au troisième trimestre on fait la même chose, pour avoir 11% de taux de croissance annuel, on va me dire le raccourci est très rapide, si on veut avoir 11% en fin d'année, pour la moyenne des trimestres, il faut avoir 30% sur le quatrième trimestre. Ça veut dire littéralement 30% de taux de croissance, c'est ce qu'on espérait en 2023 avec les 51 milliards attendus sur l'exploitation du pétrole et du gaz. On a constaté un crash. Le crash, c'est que 10% à 4%, c'est 7 points de différence de taux de croissance que nous n'avons pas eu. Et aujourd'hui, on nous dit, avec tout ce que cela emporte comme conséquence, les 90 milliards de réserves de précaution, les 90 milliards de réserves de gestion ont permis de régler ce problème-là. Je voulais simplement rappeler les dispositions de l'article 47 de la loi organique relative à la loi des finances en son article, donc 47, qui dit en cours d'exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le gouvernement si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire et financier définies par la loi des finances de l'année se trouvent bouleversées, notamment par l'intervention de décrets d'avance ou d'arrêt d'annulation de crédit, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu de décret d'avance sur l'année 2023? Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a pas eu? Est-ce que les changements sur la situation de la conjoncture économique qui ont servi de base à ces évaluations-là ne devaient pas justifier une loi de finances rectificative? On aurait pu approfondir les questions sur la réserve de gestion, sur la réserve de précaution. Je ne suis pas d'accord sur les conclusions que vous voulez en retenir. M. Abbas Fall et M. Aïb Dafé vous ont interpellé sur le budget à 7,3 milliards. Vous n'avez pas dit que notre budget était à 7 milliards. Vous avez mis des conditions. Et à la page 7, donc, comme dans le budget dans le projet de loi de finances, on nous dit par ailleurs, si l'on se réfère, le si, en anglais on dit if, c'est une méthode de calcul. Donc, c'est des hypothèses et des probabilités. Si l'on se réfère à l'ancienne méthode comptable utilisée jusqu'en 2019, les chiffres du projet de loi de finances seraient, le conditionnel, pour bien respecter la concordance des temps, bien entendu, de 7,3 milliards, lorsqu'il est ajouté dans le périmètre des dépenses l'amortissement de la dette publique. Et sur ce point, je voudrais juste rappeler que prendre les charges de trésorerie, comme ils l'ont dit tout de suite, et les intégrer dans le tableau d'équilibre est une violation de la loi organique en ses articles 8, 11, 27, 28 et 44 de la loi des finances rectificatives. Toute proportion gardée,
conditions normales de température et de pression, il faut le dire, notre budget est à 5 755 milliards. Si on devait en aboutir à vos conclusions, sur quel fondement? Quels sont les critères que vous avez utilisés, Monsieur le ministre, pour aboutir à ces conclusions-là en nous disant qu'on pouvait aboutir à 7 000 milliards si ces méthodes comptables étaient utilisées? S'agit-il du tableau des opérations financières de 2004? S'agit-il des statistiques en finances publiques qui bien font la distinction entre les dépenses et recettes du budget et les charges et ressources de trésorerie? Je voudrais vous interpeller sur cette question. Il y a des contradictions dans le document sur lesquelles je voudrais attirer notre attention. À la page 32, paragraphe 4, toujours de ce document, du projet de loi de finances, vous dites ceci. La croissance économique en 2023, initialement projetée à 8,5%, est revue à la baisse. Et vous dites ici, le pays présente toutefois des perspectives de croissance robustes pour 2024, avec une croissance attendue de 9 à 9,2% du fait d'un rebond du secteur secondaire grâce à la normalisation des cours internationaux des matières premières. Mais à la page 40, paragraphe 3, vous nous dites ceci. À l'image des dispositions prises dans les précédentes lois, etc., en revenant sur réserve de gestion, réserve de précaution, pour tenir compte du contexte mondial difficile et incertain, entraînant des conséquences importantes sur la volatilité des matières premières et sur l'activité économique. Vous prévoyez donc une réserve de précaution pour régler ces problèmes-là, alors que là-bas, vous nous dites on va les stabiliser parce qu'on a une bonne maîtrise. Ça ne s'agit pas d'une contradiction. Il y a dans le document quelque chose qui ressemblerait beaucoup également à de la plagiat, à ce qu'on appelle du plagiat. Parce qu'on peut lire à la page 32, le pays, je lis, in extenso, le pays présente toutefois des perspectives de croissance robustes pour 2024, avec une croissance attendue à 9,2% du fait d'un rebond du secteur secondaire grâce à la normalisation des cours internationaux des matières premières, à un environnement institutionnel favorable au recours aux partenariats publics-privés pour le financement des investissements publics et au renforcement des investissements directs étrangers pour l'exploitation des hydrocarbures. Un rapport du FMI datant du mois de juin 2023, à la page 11, disait ceci. En 2023, la croissance économique devrait atteindre 4,7%, entraînée par un rebond du secteur secondaire grâce à la normalisation des cours internationaux des matières premières, à un environnement institutionnel favorable au recours aux partenariats publics et privés pour le financement des investissements in extenso. Qui a écrit en premier? C'est juste une question que je pose. Qui a écrit en premier? C'est dans le rapport du FMI. Monsieur le ministre, pour venir sur la structure de la dette, on a expliqué toujours dans le document, dans le rapport présent, dans le rapport qui a été lu ce matin, à la page 5, paragraphe 3, que quant à la progression des charges d'intérêt sur la dette, elle serait imputable principalement à la hausse de 90 milliards des intérêts intérieurs projetés à 151 milliards en 2023. Ce relèvement des dépenses courantes serait atténué par le repli des transferts et subventions. Je pose simplement la question. Si on regarde la structure de taux d'intérêt, on constate simplement que les taux d'intérêt sont surtout portés par cette dette extérieure-là et que quand on fait le ratio, nous avons 85% de la dette qui a un taux fixe et 15%, 14,5% qui a un taux variable. Comment sur un taux variable? Aussi, je ne dirais pas léger, mais c'est juste l'adjectif qui me vient à l'esprit, on peut arriver à cette conclusion. Sur la SRMT, Monsieur le ministre, je viens sur 3 préoccupations. D'abord, c'est sur les exonérations fiscales. Le rapport sur les dépenses fiscales de 2022 est-il disponible? Parce que le Code de transparence dans la gestion des finances publiques impose de transmettre avec la loi de finances ce rapport pour permettre d'avoir des appréciations précises et claires. Est-ce qu'il est disponible? J'en viens à cette analyse sur la nécessaire mobilisation des ressources. J'ai appris en droit que quand une disposition légale n'est pas appliquée, on peut dire qu'elle est désuète. Je voudrais vous poser la question, est-ce que les dispositions fiscales prévues par les articles
relativement à l'examen de situation fiscale personnelle sont désuées, Monsieur le ministre. Elles n'ont jamais été appliquées. Du moins, pendant les 16 ans de carrière que je suis passé aux impôts et domaines, je n'ai pas vu de procédure sur l'examen de situation fiscale personnelle. Est-ce qu'il faudra l'enlever? Si on veut mobiliser les ressources, est-ce que c'est des procédures régulières qu'il faudra entreprendre? Je rappelle également qu'en 2018, sauf erreur ou omission de ma part, le ministre des Finances avait dit que les procédures pénales devaient être ouvertes. Où en sommes-nous avec les poursuites pénales contre la fraude fiscale? Il y en a tellement dit, on attendra le ministre de l'économie pour qu'on ait, parce que c'est des questions qui sont transversales. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow.